Je suis rentré de l'enterrement de mon frère pour trouver une étrangère endormie. Dans mon propre lit. Ma belle-fille se tenait dans le couloir, les bras croisés. Et m'a dit, tu peux utiliser la chambre d'amis, maman a besoin d'espace. Je l'ai fixé longuement, puis j'ai dit très calmement, non. C'est elle qui doit partir. Et toi aussi. Je pensais chaque mot, mais je ne savais pas encore combien de temps il me faudrait pour que cela devienne réalité. Mon frère Gérard était décédé un mardi, un cancer du pancréas, le genre de maladie qui frappe vite et ne vous laisse aucune chance de discuter. J'avais conduit de Lyon jusqu'à Annecy un jeudi et j'y étais resté 3 semaines pour m'occuper de la succession, de la cérémonie et du tri de 71 ans d'une vie. Accumulée, ses cannes à pêche, ses tasses à café. La photo encadrée de nous. 2 enfants devant la camionnette de notre père, plissant les yeux sous le soleil d'été comme si le département tout entier nous appartenait. J'ai repris la route vers Lyon un samedi après-midi de novembre, par un de ces jours grillés. Froid qui donne l'impression que tout est plus petit. Je m'appelle Jean-Pierre Morel, j'ai 63 ans. J'ai été artisan maçon pendant 35 ans, principalement des maisons individuelles dans la banlieue sud de la ville. J'ai pris ma retraite il y a 2 ans, quand mes genoux ont fini par protester officiellement. Cette maison du chemin des Bouleaux m'appartenait. Depuis 1991, 4 chambres, un atelier au fond du jardin et une terrasse que j'avais construite de mes propres mains en bois de cèdre de récupération. J'y avais élevé mon fils Nicolas après le décès de sa mère. 22 ans qu'elle était partie. J'avais gardé chaque pièce exactement comme elle l'aimait. Je suis entré dans l'allée à 16h40 ce jour-là. La voiture de Nicolas était là, ainsi qu'une deuxième voiture que je ne connaissais pas, une citadine grise immatriculée dans un département voisin. Je suis resté assis un moment à regarder la maison. Quelque chose semblait anormal, de la même manière qu'une charpente sonne faux quand on est absent depuis longtemps et qu'on devine, avant même d'ouvrir la porte, que quelque chose a bougé à l'intérieur. J'ai porté mon sac à l'intérieur. La maison sentait un parfum différent, quelque chose de floral et d'entêtant. Nicolas est sorti de la cuisine en tenant un torchon. La façon dont il m'a regardé, pas surpris mais sur la défensive, m'a indiqué qu'il avait répété son discours. Papa, salut. La route s'est bien passée? Ça va. À qui est la voiture dans l'allée? Il faut qu'on parle. Il a posé le torchon sur le comptoir. La mère de Céline est là. Elle traverse une période difficile. Son bail s'est terminé et on a pensé que... Où est-ce qu'elle dort? Il n'a pas répondu tout de suite. Je suis passé devant lui dans le couloir. La porte de la chambre principale était fermée. J'entendais une télévision derrière, le volume poussé à fond comme le font les personnes âgées. J'ai ouvert la porte sans frapper. Une femme d'une 70aine d'années était calée contre mes oreillers dans mon lit, en robe de chambre. Regardant un jeu télévisé, une tisane posée sur ma table de chevet. Elle m'a regardé sans la moindre gêne, a jeté un œil à la télé, puis s'est tournée vers moi. Vous devez être Jean-Pierre, a-t-elle dit. Je me tenais sur le pas de la porte de la chambre que j'avais partagée avec ma femme, la pièce où j'avais dormi pendant 32 ans, regardant cette étrangère qui s'y était installée. Comme si elle avait réservé une chambre d'hôtel, et je n'ai pas dit un mot. J'ai fait demi-tour et je suis retourné dans la cuisine. Nicolas était toujours là. Céline était apparue à ses côtés, ce qui m'a prouvé qu'elle écoutait depuis le couloir. Ma belle-fille avait 38 ans, vive d'une manière qui passait. Parfois pour de l'efficacité, mais plus souvent pour de la froideur. À cet instant précis, c'était de la froideur. Papa, écoute-nous au moins, a commencé Nicolas. Quel nom figure sur l'acte de propriété dans mon classeur? Il a cligné des yeux. Le tien, mais quel nom est sur l'avis de taxe?
Foncière qui est arrivée en octobre? Papa. Je veux que tu le dises. Le tien, a-t-il expiré? C'est ta maison, on le sait. Mais elle n'annule. Par où aller? Et on s'est dit que. Juste pour un petit moment. Depuis. Combien de temps est-elle ici? Céline a répondu pour lui, 10 jours. 10 jours? J'étais parti depuis 23 jours. Ils avaient attendu l'enterrement de mon frère, puis ils avaient patienté, et quelque part dans ce laps de temps, ils avaient décidé que mon absence était une opportunité. J'ai pensé à cela pendant que le bruit du jeu télévisé résonnait derrière la porte. Fermée au bout du couloir. Je veux qu'elle soit partie d'ici lundi, ai-je dit. L'expression de Céline a changé. Le genre de basculement qui arrive quand quelqu'un décide de ne plus faire semblant. Elle a 68 ans. Jean-Pierre. Elle ne peut pas juste. Elle ne peut pas rester dans ma chambre. Voilà ce qu'elle ne peut pas faire. J'ai ramassé mon sac là où je l'avais posé près de la porte. Je vais dans ma chambre. Elle doit s'installer dans la chambre d'amis dès ce soir. La chambre d'amis est pleine de cartons. À cause du déménagement. Alors bougez les cartons. Nicolas m'a suivi dans le couloir. Il parlait d'une voix basse et pressante, celle qu'il utilisait depuis ses 17 ans quand il voulait quelque chose qu'il soupçonnait que j'allais lui refuser. Papa, allez, sois raisonnable. Elle est âgée. La salle de bain attenante est plus facile pour elle. Je me suis arrêté et je me suis tourné vers mon fils. Il avait 40 ans, les épaules larges comme les miennes à son âge, avec les yeux de sa mère. J'avais travaillé 6 jours par semaine pour payer ses études. J'avais vu sa mère mourir dans une chambre d'hôpital, puis j'étais rentré préparer le petit déjeuner pour un garçon de 12 ans qui ne comprenait pas encore ce que signifiant le mot « définitif ». Nicolas, ai-je dit. Je rentre d'enterrer mon frère pour trouver une étrangère dans mon lit. Ne me demande pas d'être raisonnable en ce moment. Je suis allé frapper à ma propre porte. La femme à l'intérieur, qui s'appelait Monique, j'allais la prendre plus tard, a levé les yeux de sa télévision quand j'ai ouvert. Je me suis présenté poliment, j'ai expliqué que j'étais de retour. Et que j'avais besoin de ma chambre, et je lui ai demandé si elle pouvait déplacer ses affaires dans la chambre d'amis pour la nuit. J'ai gardé une voix calme. Ce n'était pas elle qui s'était mise dans mon lit. Quelqu'un l'y avait installée. Elle a accepté sans trop discuter, a rassemblé quelques affaires, et j'ai porté son sac de voyage moi-même jusqu'à la chambre d'amis. Ensuite, j'ai fermé la porte de ma chambre et je suis resté assis sur le bord de mon lit dans le noir pendant un long moment. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas à cause du deuil, bien qu'il m'habite encore, ni à cause de la colère, bien qu'elle soit là, solide et silencieuse. Je n'ai pas dormi parce que je réfléchissais. Je me suis levé à 5h30 et je suis allé à l'atelier. J'avais construit cet atelier moi-même en 1997, une structure isolée avec un mur d'outils bien rangé et un long établi le long du côté sud où la lumière entrait proprement. Je gardais tout organisé comme je le faisais sur mes chantiers. Une place pour chaque chose. Aucun gaspillage. Chaque outil à sa place. Je me suis assis à l'établi avec un bloc-notes et j'ai écrit tout ce que je savais. L'acte de la maison était à mon nom, unique propriétaire depuis 1991. J'avais fini de payer le crédit en 2014. Mon nom était sur les contrats d'eau, d'électricité, l'assurance, la taxe foncière. Nicolas et Céline s'étaient installés il y a 2 ans quand l'entreprise de rénovation de Nicolas avait connu un passage à vide. Nous n'avions jamais rien officialisé. Pas de bail, pas de loyer. Je lui avais dit que c'était temporaire, et il m'avait répondu, bien sûr. C'était il y a 2 ans. J'ai écrit un chiffre en bas de la page, 32 mois d'équivalent de loyer au prix du marché dans ce quartier.
C'était une somme importante. Je l'ai fixé un moment, puis je l'ai entouré d'un cercle. À 7 heures, j'ai appelé Marguerite. Marguerite était la meilleure amie de ma femme. Catherine depuis 25 ans et travaillait comme clerc de notaire dans un cabinet immobilier renommé. Elle a décroché à la 3e sonnerie, a reconnu ma voix et a dit « Jean-Pierre, tu es rentré ». Comment c'est, puis elle s'est arrêtée en entendant quelque chose dans mon ton. Je lui ai raconté ce que j'avais trouvé en rentrant. Il y a eu un long silence. Puis elle a dit « Ne touche à rien. N'aie pas d'autre conversation avec Nicolas ou Céline. Aujourd'hui, et viens à mon bureau à 14 heures. Je vais te faire voir un de nos avocats. C'est samedi, il me doit un service. Viens à 14 heures. » Le cabinet d'avocats se trouvait dans une vieille maison bourgeoise rénovée, le genre de bâtiment sur lequel j'aurais adoré travailler. Les moulures d'origine étaient intactes, les parquets savaient raconter des histoires. L'avocat que Marguerite m'a présenté s'appelait Maître Lefebvre. Il avait environ 58 ans, était habillé sobrement et dégageait le calme de quelqu'un qui avait cessé d'être surpris par ce que les familles se faisaient entre elles. Depuis longtemps. Il a écouté sans m'interrompre pendant que j'exposais la situation. Quand j'ai eu fini, il a posé 2 questions. Votre nom est-il le seul sur l'acte de propriété et tous les documents associés? Oui. Existe-t-il un accord signé, écrit ou même un échange de mets établissant un loyer ou un arrangement de cohabitation? Non. Il a hoché la tête et a pris une note. Alors vous avez ce que j'appellerais un cas d'école pour une procédure formelle d'expulsion. La loi française est claire. Ils sont occupants. Sans droit ni titre. Aucun bail n'a été établi, ce qui signifie que vous êtes en droit de délivrer un congé, une mise en demeure de quitter les lieux. Étant donné la durée du séjour, plus d'1 an pour votre fils et sa femme, et 10 jours pour la mère, le délai de préavis sera de 30 jours. Et s'ils ne partent pas? Alors nous saisirons le juge pour obtenir un titre d'expulsion. La procédure prend généralement du temps, mais avec les preuves de propriété exclusive, ils n'ont aucune base légale. J'ai regardé le document qu'il a fait glisser sur la table, les articles du Code civil surlignés. Combien ça coûte? Il m'a cité un forfait fixe. Raisonnable. Moins de 2 mois de ce que je subventionnais sans un mot de remerciement. Rédiger l'acte. Ai-je dit. Je suis rentré chez moi à la nuit tombée, les lumières de la ville s'étalant dans la vallée. Je me suis arrêté dans un magasin de bricolage. En chemin et j'ai acheté un nouveau verrou pour l'atelier, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. Dans le rayon, j'ai aussi acheté une petite caméra vidéo, le genre que les gens utilisent pour la sécurité domestique. Je l'ai installée le soir même pour couvrir la porte d'entrée et l'allée. Ensuite, je suis allé au classeur. Dans le bureau, j'ai sorti chaque document pertinent et je les ai tous photographiés avec mon téléphone. L'acte de propriété, l'attestation de remboursement de prêt, la police d'assurance, les factures d'eau et 32 mois de quittance de taxes foncières avec mon nom imprimé en haut de chacune d'elles. Nicolas a frappé à la porte du bureau vers 21 heures. Papa. On peut discuter? Je t'écoute. Il est entré et s'est assis sur la chaise. En face de mon bureau comme il le faisait adolescent quand il avait des ennuis. Et qu'il le savait. Il avait l'air fatigué. La mère de Céline n'est pas en mesure de déménager rapidement. Elle n'a pas encore de revenus qui rentrent. Si tu nous donnes quelques mois. Je ne négocie pas, Nicolas. Je ne te demande pas de négocier. Je te demande d'avoir un peu de patience. J'ai eu de la patience pendant 23 jours pendant que vous réorganisiez ma maison. Il a regardé le mur un instant. C'est juste une chambre, papa. C'est ma chambre, dans ma maison.
J'ai gardé une voix égale. Une mise en demeure formelle de quitter les lieux sera signifiée lundi. Vous aurez 30 jours. Son expression a changé, de la même manière que celle de sa mère. Changeait quand elle était vraiment blessée plutôt que simplement frustrée. Cela m'a fait un effet différent sur son visage. Tu es sérieux? Je le suis. Il s'est levé. À la porte, il s'est arrêté. Céline va penser que tu l'as puni. Je fais respecter une limite que j'aurais dû imposer il y a 2 ans. Ce n'est pas une punition. C'est juste un rappel tardif. Il est parti. Je suis resté longtemps dans le bureau après cela, à regarder la photo de ma femme sur le bureau. Elle était le genre de personne qui donnait généreusement, mais ne confondait jamais la générosité avec l'obligation. Je pensais qu'elle comprendrait. J'espérais qu'elle comprendrait. Le lundi est arrivé avec un front froid venant du nord-ouest. L'huissier est arrivé à 10h15 alors que j'étais dans l'atelier. J'ai entendu frapper à la porte d'entrée, j'ai entendu la voix de Céline, puis le silence. Quand je suis entré 1 heure plus tard, l'avis était sur le comptoir de la cuisine, déjà ouvert, déjà lu. Céline était dans le salon, les bras croisés. Sa mère était assise dans le fauteuil que j'avais acheté en 2003. Nicolas se tenait près de la fenêtre. C'est un document juridique, a dit Céline quand elle m'a vu. Sa voix était contrôlée. Mais de justesse. Tu es vraiment allé engager un avocat? Oui. Contre ton propre fils. Contre des occupants de ma propriété qui ont installé une personne supplémentaire sans mon consentement. C'est ma mère. C'est une étrangère qui était dans mon lit quand je suis rentré des funérailles de mon frère. L'argument apporté. Même Céline s'est tue un instant. Nous n'avons nulle part où aller, a-t-elle fini par dire, moins assurée. Vous avez 30 jours pour trouver. Je vous aiderai de toutes les manières raisonnables. Je vous donnerai une référence, je vous aiderai pour le premier mois de caution. Ce que je ne ferai pas, c'est vous donner ma maison indéfiniment. Monique regardait tout cela depuis son fauteuil sans dire un mot. J'éprouvais une certaine sympathie pour elle. C'était une femme de 68 ans qui avait été placée dans une position délicate par les décisions de sa fille, mais la sympathie et la légalité étaient 2 choses différentes, et j'avais appris la différence à la dure. Cet après-midi-là, Céline a appelé sa sœur qui vivait à Marseille. J'ai entendu la conversation à travers le mur de la cuisine, sans écouter. Délibérément, simplement parce que j'étais présent chez moi. Elle pleurait. Et sa version des faits ne ressemblait que de très loin à ce qui s'était réellement passé. Mais je comprenais. Les gens qui souffrent racontent l'histoire qui donne un sens à leur douleur. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à recevoir des appels de numéros inconnus. Un cousin de Céline, une femme de leur paroisse, quelqu'un qui s'est présenté comme une amie de la famille et a dit qu'elle espérait que je reconsidérerais ma décision. J'ai remercié chacun d'eux poliment et j'ai raccroché. Nicolas a frappé à la porte de ma chambre à 21h. Les gens m'appellent aussi, a-t-il dit. Ton côté de la famille. Apparemment, Marguerite en a parlé à quelqu'un. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Je sais. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte. Il paraissait plus vieux que ses 40 ans à cet instant. Papa, je veux que tu comprennes une chose. Je n'essaie pas de te prendre ta maison. Je n'ai jamais voulu ça. Les choses sont devenues compliquées et j'ai mal géré. Tu as laissé ta femme installer sa mère dans ma chambre pendant que j'étais à un enterrement. Je sais. Sans m'appeler. Sans me demander. Je sais. Il a croisé mon regard. Je ne pensais pas que tu rentrerais si tôt. C'était honnête, au moins.
J'ai apprécié cette honnêteté, même si elle confirmait tout. Le préavis tient toujours, ai-je dit. Mais je pensais ce que j'ai dit pour l'aide. Vous trouvez un endroit, je paierai la caution. Si vous avez besoin de plus de 30 jours, tu m'en parles directement, pas par Céline, pas par un cousin, directement. Il a hoché la tête. Il est retourné dans le couloir. J'ai appelé Marguerite. Comment tu tiens le coup, a-t-elle demandé. Je gère. J'ai marqué une pause. Maître Lefebvre, il est bon? Le meilleur de Lyon. Pourquoi? Ils ne partiront pas sans bruit. Je le sens. Elle avait raison. 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Nommé Maître Roche, dont le cabinet se trouvait dans une zone commerciale en périphérie. La lettre m'accusait de créer un environnement de vie hostile. Affirmait que l'expulsion d'une personne âgée en plein hiver constituait une maltraitance selon la loi et suggérait que mes actions visaient à détruire le mariage de mon fils. La lettre utilisait le mot « vindicatif » 4 fois. Je l'ai photographié et envoyé à Maître Lefebvre. Sa réponse est arrivée dans l'heure. Une seule phrase, c'est une tactique dilatoire. Ne faites rien. Je n'ai rien fait. Au 12e jour du préavis, Internet a été coupé. C'est moi qui détenais le contrat. J'avais appelé le fournisseur la semaine précédente pour programmer la résiliation à cette date. J'avais aussi résilié l'abonnement à la télévision par câble. C'étaient 2 services que je payais, tous 2 à mon nom, et j'étais dans mon droit de les annuler. J'ai laissé l'électricité et l'eau. Le chauffage en novembre n'était pas quelque chose que j'étais prêt à utiliser comme une arme. Nicolas est apparu dans l'atelier 20 minutes après que la box s'est éteinte. Tu as coupé Internet. J'ai résilié mon abonnement. Vous êtes libre d'en ouvrir un à votre nom. Céline travaille de la maison. Alors elle voudra régler ça rapidement. J'ai levé les yeux de mon établi. Nicolas, trouve un logement. Je vais t'aider, mais ça ne peut pas continuer. Il est resté là un long moment. Puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas. Je ne veux pas te perdre, papa. J'ai posé l'outil que j'avais en main. Tu ne me perds pas, toi. C'est ma maison que tu perds. Ce n'est pas la même chose. Il est parti sans un mot de plus. Mais ce soir-là, je l'ai entendu au téléphone dans la cuisine, et cette fois, il parlait à un agent immobilier. Marguerite m'a appelé le lendemain pour me demander si je voulais déjeuner. Nous nous sommes retrouvés dans une brasserie du quartier de la Croix-Rousse où nous allions depuis la fin des années 90, Marguerite, Catherine et moi, tous les quelques mois quand nos emplois du temps concordaient. La table. Près de la fenêtre, le même serveur depuis 15 ans, même si j'avais oublié son nom depuis longtemps. Marguerite s'est glissée sur la banquette en face de moi. Elle avait 61 ans, les cheveux argentés, avec cette compétence particulière de quelqu'un qui avait passé des décennies à faire un travail ingrat avec précision et sans se plaindre. Elle avait apporté le chapelet de Catherine à l'hôpital dans ses derniers jours et l'avait laissé dans mes mains. Sans un mot. C'était le genre de personne qu'elle était. Tu as une mine affreuse, a-t-elle dit. Merci. Elle a commandé 2 cafés sans demander. Ce qui était aussi sa façon d'être. Comment ça se passe à la maison? Il cherche des locations. Céline est furieuse. Nicolas est gêné. Monique regarde la télé et ne dit pas grand-chose. Et toi? Je dors dans mon propre lit. C'est déjà un progrès. Elle a souri. Jean-Pierre, est-ce que je peux te dire quelque chose en tant qu'ami de Catherine et pas comme quelqu'un lié à ton avocat? Vas-y. Tu fais ce qu'il faut, et je sais que ça ne te rend pas plus heureux pour autant. Elle a entouré sa tasse de café de ses 2 mains.
Catherine disait souvent que tu avais du mal à demander ce dont tu avais besoin. Elle disait que tu donnerais tout et que tu serais surpris ensuite que les gens se servent. C'était assez juste pour que ça me pique. Elle disait aussi, ah, continuait Marguerite, que quand tu finissais par tracer une ligne, plus personne ne pouvait te faire bouger. Que le plus dur était de t'amener jusqu'à cette ligne. J'y suis. Je vois ça. Elle m'a regardé fixement. Ne les laisse pas te faire reculer. Pas parce que tu es en colère, ce qui serait ton droit, mais parce que cette ligne est juste. Elle l'a toujours été. Nous sommes restés assis un moment après l'arrivée des plats. Dehors, la pluie de novembre avait commencé pour de bon, coulant le long des vitres en longues traînées argentées. J'ai regardé un couple partager un parapluie en courant vers une voiture, riant de bon cœur. Elle est partie depuis 12 ans, ai-je dit. Je sais. Je n'arrête pas de penser qu'elle me dirait que je suis trop dur avec Nicolas. Marguerite a secoué la tête lentement. Elle te dirait que Nicolas a presque 41 ans et qu'il doit résoudre ses propres problèmes. C'était une femme pragmatique, Jean-Pierre. Plus que ce que les gens croyaient. C'était vrai. Catherine était la personne la plus pragmatique que j'ai connue, ce qui était facile de ne pas remarquer car elle était aussi très chaleureuse. Et c'est la chaleur dont les gens se souviennent. Mais c'était elle qui gérait les comptes, qui repérait le problème structurel dans le devis d'un entrepreneur avant moi, qui regardait une situation et disait clairement ce qui devait arriver sans l'enrober de sentiments. Elle m'a manqué pendant longtemps. Après ce déjeuner. Silencieusement et précisément. De la façon dont on regrette. Un outil particulier avec lequel on a travaillé si longtemps que la main en connaît parfaitement le poids. Au 24e jour du préavis, Nicolas a trouvé une maison en location à Villeurbanne. 3 chambres, un garage, un bon quartier pour le jour où les enfants qu'il prévoyait d'avoir arriveraient. Enfin. Il est venu à l'atelier me l'annoncer avec le ton prudent de quelqu'un qui essaie de ne pas donner l'impression de chercher une approbation. C'est un bon secteur, ai-je dit. Ouais. Il a regardé autour de lui dans l'atelier. Les outils rangés, l'établi où il s'asseyait pour faire ses devoirs quand il était adolescent pendant que je construisais des choses à côté de lui. On pourra être parti pour le 28. C'est 2 jours avant l'échéance. Je sais. Il a ramassé un rabot à main sur l'établi, l'a retourné comme il le faisait quand il était petit et que je lui expliquais comment ça fonctionnait. Papa, la caution est de 1200 €. On n'a pas les fonds. Immédiatement. J'ai regardé mon fils. 40 ans, trop fier pour demander. Directement, demandant de billets comme je lui avais appris à ne pas le faire. Je lui avais appris ça. Ou plutôt, j'avais montré l'exemple pendant si longtemps qu'il l'avait absorbé comme une langue maternelle. Je vais signer le chèque? Ai-je dit. Tu n'es pas obligé. Je sais que je n'y suis pas obligé. Je choisis de le faire. Je suis allé au petit bureau dans le coin de l'atelier. J'ai sorti le carnet de chèques que je gardais là pour les commandes de matériaux, je l'ai rempli et je le lui ai tendu. C'est séparé de l'histoire. De la maison. Tu comprends? C'est moi qui aide mon fils à s'installer dans un endroit décent. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Il a pris le chèque, l'a regardé un moment. J'aurais dû t'appeler, a-t-il dit. Quand la mère de Céline a eu besoin d'un endroit, j'aurais dû t'appeler. Et demander. Oui. J'avais peur que tu dises non. J'aurais pu dire non. Ouais. Il a plié le chèque et l'a mis dans la poche de sa chemise. Je crois que c'est de ça que j'avais peur. Que tu dises non et que je doive le dire à Céline et qu'elle. Il s'est arrêté. Ce n'est pas une excuse. Non, ça n'en est pas une. C'est une explication. Je me suis appuyé contre l'établi.
Dehors, par la fenêtre de l'atelier, les cèdres du jardin perdaient leur dernière couleur dans la lumière de fin novembre. J'avais planté ces arbres l'année de la naissance de Nicolas. Une explication, c'est bien, ai-je dit. Ça ne change pas ce qui est arrivé. Mais c'est déjà quelque chose. Le camion de déménagement est venu le 27. Monique est partie avec Céline dans la petite voiture grise, en direction de chez sa sœur près de Roanne. Nicolas a fait 2 allers-retours avec son fourgon. À 16 heures, la maison était à nouveau à moi. La chambre d'amis gardait une trace plus claire sur le mur là où ils avaient accroché quelque chose. La cuisine sentait différemment. Le casier à épices avait été réorganisé, une cafetière que je ne possédais pas trônait sur le plan de travail. J'ai traversé chaque pièce, lentement, délibérément. La chambre principale était inchangée, ce qui m'a surpris. Je m'attendais à ce que quelque chose cloche, quelque chose de déplacé ou de manquant. Mais tout était resté tel quel. Ma table de chevet, mes livres, la photo de ma femme sur la commode. Je me suis tenu sur le seuil un moment, comprenant pourquoi rien n'avait bougé ici. Parce que c'était la pièce qu'il avait prise pour Monique. Et Monique avait apparemment été une invitée respectueuse, même si personne n'avait demandé ma permission pour l'installer. Là, sur le comptoir de la cuisine, il y avait un papier plié. L'écriture de Nicolas, plus large et plus brouillonne que la mienne. Papa, je suis désolé pour la façon dont ça s'est passé. Pas pour avoir eu besoin d'aide, j'en aurais encore besoin parfois et j'espère que tu sais que c'est réciproque, mais pour la manière dont on a agi. Tu méritais mieux que de rentrer et de trouver ça. J'espère qu'on passera outre un jour. Je pense qu'on le fera. Je l'ai plié et mis dans la poche de ma chemise. Marguerite a appelé à 18 heures. Ils sont partis? Oui. Quel effet ça fait? J'ai regardé autour de moi. Dans la cuisine. Le silence d'une maison où il n'y a qu'une seule personne. J'avais déjà vécu seul, les années après la mort de Catherine, avant que Nicolas ne revienne à Lyon. Je pensais avoir oublié cette sensation. Elle semble plus grande, ai-je dit. La maison semble plus grande. Ça passera, a-t-elle répondu. Jean-Pierre, maître Lefebvre a envoyé les derniers documents. Tout est réglé. Pas de procédure contradictoire. Ils ont abandonné les accusations de maltraitance. Maître Roche a dû avoir un rappel à la réalité. Un silence. Est-ce que tu vas t'en sortir, tout seul là-bas? J'ai pensé au cèdre dans le jardin, à l'atelier, à la terrasse que j'avais construite en bois recyclé où Catherine et moi avions passé chaque soirée d'été quand le temps le permettait. Au classeur avec 32 ans de documents portant mon nom en haut de chaque page. Je vais m'en sortir, ai-je dit. Nous avons discuté encore 1 heure. De Catherine, des premières années, d'une anecdote amusante sur un séjour au camping que Nicolas avait détesté enfant tout en prétendant le contraire. À un moment, Marguerite a ri à quelque chose que j'ai dit, et j'ai réalisé qu'elle avait un beau rire, le genre de rire qui ne se force pas, qui arrive simplement. Et remplit l'espace. Tu es de bonne compagnie, ai-je dit. On me l'a déjà dit. Je ne dis pas ça à la légère. Un court silence. Je sais que tu ne le fais pas. Sa voix était plus chaleureuse maintenant, moins celle de l'amie pragmatique d'une femme pragmatique, plus simplement elle-même. Jean-Pierre. Est-ce que tu aimerais aller dîner un de ces soirs? Pas à la brasserie habituelle, ailleurs, dans un meilleur endroit. J'ai réfléchi un instant. La maison qui s'apaisait autour de moi, les cèdres qui s'assombrissaient dans le jardin, la lumière de l'atelier encore allumée à travers la vitre. J'aimerais beaucoup, ai-je dit. Vraiment. Nous sommes allés dîner un vendredi 2 décembre, dans un restaurant du 5e arrondissement qu'elle aimait, le genre d'endroit sans menu imprimé,
avec des bougies sur la table et une carte. Des vins qu'il fallait demander. Je portais la veste que j'avais achetée pour le mariage de Nicolas et que je n'avais pas remise depuis. Marguerite portait quelque chose d'un bleu profond, une couleur qui lui allait comme certaines couleurs vont parfaitement à certaines personnes. Nous avons parlé d'architecture. Je n'avais pas parlé de bâtiment avec quelqu'un qui s'y intéressait depuis des années. Elle m'a interrogé sur la maison bourgeoise où se trouvait son cabinet, me demandant si je pouvais deviner quel était le plan d'étage d'origine. Je lui ai parlé de la façon dont les bâtisseurs de cette époque pensaient la lumière, comment chaque pièce était conçue pour recevoir le soleil du matin ou de l'après-midi selon son usage. Elle écoutait de la façon dont les gens écoutent quand ils sont vraiment intéressés, ne guettant pas son tour de parole mais étant véritablement là. Catherine disait toujours que je parlais trop de construction, ai-je dit. Catherine avait tort sur ce point. Elle a repris son verre de vin. Je veux te demander quelque chose. Et tu peux me dire que ça ne me regarde pas. Dis-moi. Depuis combien de temps? Est-ce que quelqu'un n'a pas pris soin de toi? La question m'a surpris. Pas de façon désagréable. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire s'occuper de toi. Pas l'inverse. J'y ai réfléchi honnêtement. La réponse, en toute franchise, remontait à plus longtemps que je ne voulais l'admettre à haute voix. Catherine le faisait, ai-je dit. De son vivant. Après sa mort, c'est moi qui me suis occupé de tout le monde, surtout. Nicolas en avait besoin. La maison en avait besoin. Ça semblait être le rôle qu'il fallait jouer. C'est devenu le seul rôle. Oui. Elle a posé son verre avec précaution. C'est long de ne donner que dans une seule direction. Nous avons quitté le restaurant à 21h. L'air de décembre était froid et vif. La rue était calme. Des décorations de Noël brillaient dans les vitrines des magasins. Elle était venue avec sa propre voiture, ce à quoi je m'attendais, et elle était garée un peu plus loin que la mienne. Arrivée à sa portière, elle s'est arrêtée et s'est retournée. Je suis contente que tu aies appelé Maître Lefebvre, a-t-elle dit. Pas seulement pour le côté juridique. Je pense que tu avais besoin de te battre pour quelque chose qui t'appartenait. J'y ai pensé justement. Et alors? Et je pense que tu as raison. Et je pense que j'ai attendu trop longtemps. J'ai soutenu son regard dans le froid de la nuit. Pour plus que la maison seulement. Elle a souri. Juste pour ça. Et c'est déjà beaucoup. J'ai repris la route par les quais. Les lumières de la ville défilaient, Lyon étincelait dans la vallée sombre. J'ai pris la sortie vers le chemin des Bouleaux, j'ai serpenté dans les rues tranquilles et j'ai tourné dans mon allée. Je suis resté dans la voiture un moment, moteur éteint. La maison était sombre. À l'exception de la lumière de la terrasse que j'avais laissée allumée. Les cèdres se dressaient dans le jardin, noirs contre le ciel, ceux que j'avais plantés l'année de la naissance de mon fils. Tout ce que je possédais, chaque année de travail, chaque choix délibéré, était à l'intérieur de cette structure. Mon nom sur chaque papier important. Elle n'avait jamais cessé d'être à moi. Je suis sorti de la voiture, je suis entré, j'ai allumé la cuisine, j'ai fait du café, j'en ai versé une tasse et je suis allé sur la terrasse. Les planches de cèdre étaient froides sous mes pieds. Je voyais ma respiration. Au bout de la rue, le chien d'un voisin aboyait après quelque chose dans le noir, puis se taisait. Il y a 3 jours, Maître Lefebvre avait envoyé la confirmation finale. Dossier classé. Pas de recours. La maison était mienne dans les faits. Comme dans la loi, comme elle l'avait toujours été. Mais parfois, on a besoin de paperasse pour rendre la réalité concrète. J'ai repensé aux mots de Nicolas. Toujours plié dans le tiroir du bureau. Je l'appellerai avant Noël.
Pas pour tout effacer d'un coup, certaines choses ne s'effacent pas, mais parce qu'il était mon fils et que l'arbre est plus grand que la branche, ou quelque chose comme ça, le genre de dicton que mon propre père utilisait et que je n'avais jamais compris jusqu'à maintenant. Je m'étais battu pour ce qui était à moi, et j'avais appris, quelque part au cours des 30 derniers jours, que ce qui était à moi incluait plus qu'une maison. Mon téléphone a vibré. Un message de Marguerite, merci pour ce soir. La semaine prochaine au même moment? J'ai regardé le message un instant dans le noir glacial, la tasse de café chaude dans mon autre main, les planches de cèdre solides sous mes pieds. La semaine prochaine au même moment, ai-je répondu. Dans un endroit encore mieux que cette fois. Sa réponse a été immédiate, c'est d'accord. J'ai mis le téléphone dans ma poche et je suis resté là encore un moment, regardant ma rue, mon jardin, la maison qui portait mon nom. La nuit était très calme. Quelque part, le chien avait arrêté d'aboyer. Les cèdres se tenaient là comme il l'avait toujours fait, comme il le ferait longtemps après que Jean aurait fini avec tout cela, patient, permanent et ancré profondément dans la terre. Je suis rentré et j'ai verrouillé ma porte.